Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être à ce rendez-vous. Ça va chauffer de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale qui émet depuis une dizaine de jours à partir de Dakar, la capitale du Sénégal. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes ensemble et nous avons autour de nous un certain nombre de dames qui sont dans un plateau, on va dire, éclaté. Nous sommes en multiplex. Un plateau éclaté donc qui nous permet d'avoir Adrienne à Milan, Ngoné à Dakar, Nabou à Abidjan, Pulchéry également à Abidjan, Carole à Douala au Cameroun et Josepha à Kinshasa, au Congo, en République démocratique du Congo, comme on le dit. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, d'être avec nous. Et je crois que notre public est très heureux de vous avoir. Nous sommes contents de retrouver, en passant, Josepha, maître Josepha Komboulou. Elle est avocate, elle est avec nous de temps en temps. On l'avait perdu de vue depuis un moment, mais nous sommes heureux de la retrouver. Je vais revenir ici à Dakar pour rejoindre Ngoné qui est une toute nouvelle dans cette émission. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, je vais bien et vous? Ça va très bien. Alors, je vous présente Ngoné Yad, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? C'est bien ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on écrit votre nom Ngoun? Pourquoi on écrit Ngoun? C'est-à-dire N-G, 2-O et N-E. Et il n'y a pas d'accent. Pas d'accent. Ah oui, allez-y, expliquez-nous. Non, je disais que c'était un prénom très fréquent au Sénégal, mais c'est vrai que mon orthographe elle est particulière parce que j'ai 2 O et j'ai pas d'accent. Donc il n'y en a qu'une. Donc on dit Ngoné. Ngoné. Et c'est Yad, hein? Oui, Yad. Yad, c'est le nom. C'est le nom, ouais. Vous êtes parenté à Ramayad? J'ai ma sœur qui s'appelle Ramayad, mais c'est pas la même. C'est pas Rama de Sarko, non. D'accord, ok. En tout cas, bienvenue à Ça va chauffer. Merci. Je suis très contente. Vous êtes juriste, hein? Vous nous avez dit. Je suis juriste de formation, oui. Ok. Alors, ça fait 2 juristes dans cette émission, Ngoné et Josepha, qu'on a perdu de vue. J'espère qu'on va la retrouver. Il y a aussi Adrienne. Bonjour, Adrienne. Oui, bonjour, Georges. Alors, je retrouve là Josepha. Permettez-moi de parler un peu avec Josepha. Oui, allez-y. Je vous demandais comment est-ce que ça va à Kinshasa, Josepha? Oui, à Kinshasa, ça va. Les gens sont impatients puisqu'on attend le nouveau gouvernement. Donc, les gens attendent le nouveau gouvernement. Peut-être d'ici la semaine prochaine, donc on aura déjà les membres du gouvernement au grand complet. Alors, depuis que le nouveau gouvernement n'est pas encore en place, ça fait longtemps quand même qu'on attend, hein? Oui, le président, oui, on attend, puisqu'on avait déjà, il y a le premier ministre qui avait commencé avec les consultations, comme il a terminé avec les consultations, donc je crois d'ici la semaine prochaine, on aura déjà le gouvernement. Puisqu'on attendait aussi, puisque les 15, il y aura la rentrée parlementaire, je crois qu'on attend aussi que les députés rentrent pour que le gouvernement puisse présenter aussi son programme. Donc, alors, on a entendu parler du bureau de l'Assemblée nationale. Il paraît que cette fois-ci, eh bien, c'est la parité qui a été instaurée. C'est vrai? Ok, oui, puisque au niveau du Sénat, puisqu'il y a 6 vice-présidents qui n'avaient pas démissionné, mais les 6 membres étaient démissionnaires. Donc, il y a eu les élections où on a élu 3 hommes et 3 femmes. Donc, je crois que pour le mois de mars, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les femmes. Donc, maintenant... Ça veut dire que c'est possible. On peut faire la parité, on peut l'établir. La parité a été respectée. Espérons que même pour les... Alors, 3 hommes et 3 femmes, c'est une personne, hein? Pour ces pas au contraire du bien. Ok. Tout à l'heure, je vous retrouve, Maître Komboulou Josepha. J'étais en train de... Oui, c'est possible si les partis politiques est respecté. Ok. Bon, la technique est un peu compliquée hein, ce matin avec Kinshasa. On espère que les choses vont s'améliorer. Direction Milan. Rebonjour, Adrienne. Oui, bonjour, Georges. Alors, comment allez-vous malgré la pression du coronavirus? Ben, ça va, on tient le coup. Alors, quoi de neuf? Quelles sont les nouvelles? Mais les contaminations sont toujours en hausse. Donc, il y a de nouvelles restrictions à partir du lundi 15 mars.
Donc, on est pratiquement, on va dire, un lockdown, quand même encore un peu allégé jusqu'au 6 avril. Alors, malgré la vaccination qui est engagée, malheureusement, oui. La contamination est toujours en hausse. Elle est toujours en hausse. Et c'est surtout le problème avec le variant anglais qui fait un peu trembler la situation. Les variants ont des nationalités. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? On ne sait pas. C'est parti. Non, on ne sait pas, oui, mais ils sont en train de vacciner. Il y a les mesures barrières. Il y a les mesures barrières. Il y a les décisions de l'État. Il y a les restrictions qui sont vraiment, on est là, on est vraiment coincé parce que même les salons de coiffure qui avaient la possibilité d'ouvrir, là, ils vont complètement fermer. En fin de semaine, on n'aura plus les supermarchés ouverts et tout ça. On peut plus se déplacer même à travers dans la commune où nous sommes. On peut même plus se déplacer, même pour aller rendre visite, on peut plus. Ah oui? Mais malgré ça, ça ne fait que grimper. Donc voilà. Ils sont obligés de passer, de rehausser un peu encore les mesures. Donc, on est là. Ça veut dire que votre région est au rouge maintenant? À partir de lundi, on est complètement au rouge. Donc, vous êtes passé du jaune à l'orange et maintenant... À l'orange foncé, on est déjà au rouge. Oui. Ah, OK. Alors, j'espère que vous allez prendre bien soin de vous. Hein. Vous allez faire... C'est ce que je fais. Très attention à vous. On a dépassé... On va croiser même les orteils aussi. Ouais. Je vais vous retrouver la semaine prochaine, en tout cas chaque semaine. Voilà. Okay. D'accord. Alors, vous voulez qu'on aille où maintenant? On a le choix. Hein. Abidjan, on a 2 pôles d'attraction. On a Douala, on a Dakar, on a Kinshasa. Vous souhaitez qu'on aille où là? Libreville. À Libreville. OK. Direction Libreville, que nous avons quitté il y a une dizaine de jours. Axel est en place, j'espère. Bonjour Axel. Bonjour Georges, bonjour les gens. Comment allez-vous? Très bien. Nous sommes Bonjour Axel. Bonjour Axel. Ça va? Oui, très bien. Alors, il se passe des choses bizarres au Gabon. La terre a tremblé 2 fois. Expliquez-nous, de quoi s'agit-il? Oui, en effet, en quelques jours, Fougamou, Lambaréné et Muila ont connu de légers tremblements de terre. Mais selon le ministre de l'Environnement, en fait, ce n'est rien de grave. On n'aura pas vraiment les tremblements de terre que connaissent de graves dégâts. C'est ce qu'il a expliqué en fait au journal. Ça fait quand même peur, non? Oui, bon, puisqu'il a dit que de savoir que on est dans un pays, il y a eu 2 tremblements de terre, c'est... En fait, c'était de légères secousses, donc... C'est léger, hein? Oui. Axel? Oui, c'était léger, en fait. Il n'y avait rien de très grave. C'est juste que les gens ont ressenti et puis ils se sont inquiétés. Donc, mais le ministre de l'Environnement a dit que ce n'était rien de grave et que ça n'allait pas s'amplifier. En fait, il a tout expliqué par rapport aux fissures et à la position du Gabon. Donc, ça va. Donc ça va. OK, nous sommes rassurés parce que quand on a entendu qu'au Gabon, il y a eu deux petits séismes, on a sursauté, on a eu un peu peur. Quels sont comment on appelle ça, ces éléments volcaniques qui ont lieu là-bas? On espère que tout va se stabiliser et que ça ne va pas aller plus loin que cela. Direction Abidjan. Bonjour Nabou. Bonjour Georges, bonjour mesdames, bonjour à vous toutes. Comment ça va? Bonjour Nabou. Écoute, c'est un peu dur pour nous. On a perdu notre grand frère, notre modèle, l'ami de toute la nation, l'ami de toute l'Afrique. Donc j'avoue que c'est pas très très facile. Mais l'ami des jeunes. L'ami des jeunes et l'ami des moins jeunes, l'ami de tous. Ahmed n'avait pas de... C'était l'ami de tout le monde. Et quand je dis Abidjan, c'est toute l'Afrique qui est en deuil. Donc c'est un peu dur. C'est Absolument. très dur. Oui, parce qu'il n'y a qu'à écouter toutes les chansons qui arrivent de partout avec le nom d'Ahmed Bakariko pour se rendre compte que c'était une personnalité connue à travers toute l'Afrique. Comment est-ce que vous, Nabou, particulièrement, personnellement, avez-vous ressenti le choc de l'annonce de ce décès? Pour moi, c'est très dur parce qu'Ahmed, c'est un ami, c'est un grand frère, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Nostalgie. À l'époque, je travaillais dans les télécoms et on est resté amis depuis, ça fait plus de 20 ans. J'ai passé le 1er janvier avec lui, on a fait la fête.
Je veux dire, c'était quelqu'un dont j'étais assez proche, son épouse et une grande sœur. J'ai perdu un frère, hein, donc je peux dire, tout le monde sait que beaucoup de gens m'ont contacté, je sais que j'étais proche de lui. Et ce pourquoi, et je pense Ahmed était d'une humilité. Comme je dis, est-ce que vous connaissez des premiers ministres qui répondent au WhatsApp des gens, même s'ils ne répondent pas tôt, mais il fait tout pour te répondre tôt ou tard. Il y avait cette humanité, cette générosité, ce don de soi qui est assez difficile quand même de retrouver partout. Et je peux dire sa générosité aussi. Ahmed avait toujours un mot pour tout le monde. Quand je l'ai vu le 1er janvier, on était chez son grand frère, on a fait la fête, on avait un concert privé de Fally Ipupa, on s'est amusé. Et il dit, ah, mais tu es venu? Je dis oui, comme d'habitude, parce qu'on le fait, c'est un rituel qu'on a presque tous les ans. Et voilà, c'est assez dur. Pour moi, Et du coup, les Ivoiriens et puis même les Africains mettent un gros point d'interrogation désormais sur ce fauteuil du Premier ministre. Il y a une sorte de psychose qui est en train de s'emparer de toutes les personnalités politiques désormais. Est-ce vrai? Je ne sais pas s'il y a une psychose, mais je veux dire, bon, c'est peut-être... Parce que quand même, la Côte d'Ivoire perd deux premiers ministres en moins d'1 an. Ce sont des choses qui arrivent, c'est une coïncidence, et je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de tout ce qui est... on est très, superstitieux, hein, c'est normal. Et on cherche toujours des raisons pour les choses, mais je veux dire... C'était le plan de Dieu. Comme je dis, la naissance et la mort n'appartiennent qu'à Dieu. Et quand il lui plaît de nous prendre, eh ben, on ne peut rien faire. On ne peut pas se battre contre sa volonté. Et c'était sa volonté que ce soit comme ça en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne pense pas que ce soit lié au poste. Et c'est même difficile de voir les photos là. Je vais prendre l'avis également de quelqu'un qui est à Abidjan, Pulchéry. Bonjour Pulchéry. Comment est-ce que vous avez vécu ce décès qui continue de faire parler les Ivoiriens parce que ils ont été frappés, ils ont été choqués d'entendre cette nouvelle du décès de Ahmed Bakayoko, le Premier ministre. Oui, bonjour Monsieur Georges, bonjour également à toutes les Georgettes. C'est une tristesse vraiment grandiose qui frappe toute la Côte d'Ivoire entière et tous les pays voisins, toute l'Afrique et tous les autres pays. Et comme vous l'avez dit, ma consoeur l'a si bien expliqué tout à l'heure, c'était l'ami de tout le monde, que ce soit les personnes âgées, les mamans, les jeunes, les enfants et tout le monde qui était vraiment là pour nous tous. Donc c'est une disparition infernale, ça nous fait tous mal et là nous sommes dans un deuil, nous sommes plongés dans un deuil, on ne saura, seul Dieu pourra nous consoler, mais c'est vraiment difficile. Alors très dur et je pose quand même la question parce que de plus en plus, hein, quand on regarde les réseaux sociaux, on parle avec les uns et les autres, de plus en plus on a l'impression que les gens ont peur du fauteuil du Premier ministre. Je le disais tout à l'heure avec Nabou, perdre dans un pays 2 premiers ministres en moins d'1 an, ça choque. C'est vrai qu'elle a dit que c'est Dieu qui décide, mais bon, n'empêche que ça choque. Oui, bon, bien vrai que ça choque, mais elle a dit tout à l'heure, c'est des choses qui arrivent. Il faut rappeler que notre ex-premier ministre, M. Amadou Bon Coulibaly, était auparavant, avait un souci de maladie. Donc, il avait des soucis maladifs et tout ça. Donc, après lui, il y a eu le ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, qui, lui particulièrement, n'avait pas de souci de santé, mais c'est finalement qu'après, il a eu ce problème-là. Mais bon, moi je pense que ce sont des choses qui arrivent et c'est une coïncidence tout simplement. Ok. Donc, voilà. Ok, alors je quitte Abidjan pour me retrouver à Douala en compagnie de Carole. Je sais que Ahmed Bakayoko, il était connu de partout. Et je sais que à Douala, où vous êtes, eh bien, vous avez ressenti quelque chose d'assez particulier. Bonjour Carole. Bonjour Georges. Bonjour à toutes les Georgettes. Bonjour Carole. Et mes condoléances aux Georgettes ivoiriennes. Merci. Merci ma chérie. Oui, Georges, je pense que toute l'Afrique, tout le continent noir était d'accord. Ahmed Bakayoko c'était un coup dur ce décès parce que ça a été brusque, ça a été très brusque. Aussi, le monde artistique surtout est en train de pleurer
leur parrain est en train de pleurer leur père, est en train de pleurer leur sponsor. D'aucuns se demandent comment sera leur avenir si Ahmed Bakayoko, comme Ahmed Bakayoko n'est plus là. Donc, surtout dans le monde artistique ici au Cameroun, les pleurs, ça n'en finit pas depuis le 10 mars dernier. Et vous savez que la Côte d'Ivoire a toujours été surnommée la sœur jumelle du Cameroun, de par les ressemblances déjà, du fait qu'on a plusieurs langues comme la Côte d'Ivoire, du fait que nous nous ressemblons de faciès, du fait que les artistes ivoiriens se sentaient toujours comme chez eux, se sentent toujours comme chez eux ici au Cameroun. La musique ivoirienne est même beaucoup plus jouée dans les boîtes de nuit ici que la musique camerounaise. Donc le nom d'Ahmed Bakayoko résonnait dans presque toutes les chansons de poupées décalées, de Zoubou, etc. Dans les boîtes de nuit, dans les fêtes, les mariages. Et c'est là que moi aussi j'entendais parler d'Ahmed Bakayoko avant de découvrir que c'est un homme politique ivoirien. Ok. Il faut dire qu'il y a beaucoup de chansons en provenance de la RDC, la République démocratique du Congo, qui comportent son nom depuis de bons moments. Est-ce que, Josepha, vous avez déjà entendu une chanson avec le nom d'Ahmed Bakayoko? Il y a des chansons de Fali Poupa, de Ferregola, de Enrico Watanabe, tous les artistes de la diaspora. Ok. Ok, alors il faut dire que Josepha, elle se bat tous les jours dans le cadre de la société civile pour faire avancer un certain nombre de droits, c'est ça, et pour faire en sorte que la parité soit quelque chose de réel en République démocratique du Congo. On va y revenir. Permettez-moi de me rabattre sur quelqu'un qui est ici à Dakar. Ngone Yad, rebonjour, ça va? Bonjour, oui, je vais bien. Okay. Ok, alors vous avez entendu parler du décès de notre Premier ministre en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko? Oui, j'en ai entendu parler. L'Afrique est très attristée par le décès. J'en profite pour vous présenter vraiment mes condoléances si vous avez d'avoir perdu quelqu'un qui vous était proche. Une question à Nabou ou à Pulchéry? Oui. Non? Oui, monsieur Georges. Non, de la part de Ngone, est-ce qu'il y a une question que vous souhaitez leur poser, soit à Nabou, soit à Pulchéry, elles sont à Abidjan? D'accord. Alors, quelle est l'ambiance générale? Comment est-ce que les gens le vivent? Est-ce qu'il y a des comment est-ce que les gens manifestent leur tristesse au final? Voilà. Nabou et Pulchéry. Oui. Je le disais tantôt, c'est une atmosphère assez triste. On a du mal même à se lever le matin, c'est-à-dire dormir et se réveiller avec cette nouvelle. On aimerait que ça soit un rêve, mais malheureusement, c'est la réalité et ça nous attriste. Ahmed Bakayoko, c'est vrai, c'était notre Premier ministre. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment parler avec lui longtemps, mais la seule chose dont je me rappelle, c'est qu'en 2008, alors qu'il parrainait une de nos cérémonies, j'ai eu à crier dans la foule, j'ai eu à dire son nom et il s'est retourné et il m'a posé la question de savoir si on se connaissait. J'ai dit non, je ne vous connais pas, mais je vais vous connaître aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a marqué. Il a souri, il a dit si tu veux me connaître, viens donc. Et puis on a commencé à échanger et il a même offert une enveloppe à un de ses gars pour la remettre. Donc c'est cette image que je garde de lui. C'est vraiment quelqu'un de humble, quelqu'un qui avait la main sur le cœur. Oui, très beau souvenir en tout cas. Je confirme, l'ambiance est très très difficile. Je parle avec des gens un peu de toutes les couches sociales depuis avant-hier et tout le monde dit, madame, même si on ne l'a pas connu, on a l'impression d'avoir perdu un parent. Chacun a l'impression d'avoir perdu quelqu'un de proche parce que c'était un homme du monde ouvert, avec une humilité, une simplicité, une authenticité qui restait lui-même en toutes circonstances. Beaucoup de personnes, quand elles ont des positions, Ahmed, quand je l'ai connu il y a plus de 25 ans, c'est le même Ahmed qui est aujourd'hui. Il n'a jamais changé parce qu'il a eu un poste, ou parce qu'il est devenu ministre, ou parce qu'il est devenu ceci. Il est égal à lui-même. La même loyauté, la même générosité. Et ça, même les gens qui ne connaissent pas personnellement le sentaient en lui. Son authenticité, son aura dégageait ça.
Et donc les gens tout le monde est en deuil parce que chacun pense avoir perdu son frère, son cousin, son grand frère, son tonton. Voilà. Son mentor. Alors, Ngoné, vous êtes satisfaite? Les réponses vous satisfont? Oui, je suis attristée, mais bon, je suis très satisfaite des réponses. Alors, quand je suis avec vous, vous allez nous dire comment est-ce que la pression est retombée ici à Dakar, parce que depuis un mois, depuis le début de février, eh bien, il y avait ici une affaire Ousmane Sonko, une grosse affaire Ousmane Sonko qui a remué le Sénégal, et depuis une semaine, bon, les choses se sont calmées. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour revenir un peu sur les faits, Ousmane Sonko avait été accusé de viol par une jeune femme du nom d'Adjissar, et donc l'enquête a suivi son cours. Son immunité, Ousmane Sonko est député à l'Assemblée nationale du Sénégal, et il a donc une immunité parlementaire qui a été levée dans le cadre de l'enquête. Pour aller répondre devant la justice des accusations qui lui étaient portées, quoi. Et donc, au moment d'aller répondre aux accusations, son convoi a été bloqué, enfin plus ou moins bloqué. En tout cas, il prenait du temps à arriver au tribunal, et donc il a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Il a été arrêté et mis en garde à vue pour trouble à l'ordre public. Suite à cela, donc beaucoup de manifestations ont commencé parce que les gens étaient déjà, la théorie du complot face au viol était très présente. Les gens n'ont pas cru que Ousmane Sonko était coupable de ces faits-là, et donc directement il a appelé à l'insurrection du peuple et à soutenir la démocratie. Et donc, on a assisté pendant plusieurs jours, la semaine dernière et en début de cette semaine, à des manifestations qui ont été violentes et qui réclamaient encore le libère, tout simplement, et qu'il soit libéré. Ouais. Donc voilà. Donc c'est vrai que les manifestations étaient très violentes, mais il y a eu beaucoup de casse. Il y a eu même des morts. Oui, beaucoup de cas, c'est même 12 morts. Aujourd'hui, on est encore au nombre de 12 morts, dont des mineurs, beaucoup de mineurs. Donc, les Sénégalais aussi sont très attristés par tous ces événements-là. Le président Macky Sall s'est prononcé pour demander un apaisement et que la situation se calme un peu. Donc, c'est ce qu'on a pu constater suite à la libération d'Ousmane Sonko. Alors moi, Macky Sall a fait un discours lundi soir, un discours qui avait été réclamé pratiquement par tout le Sénégal, mais j'ai l'impression que, il a sifflé juste la fin d'une première mi-temps, parce qu'il a dit dans son discours qu'il faut laisser la justice suivre son cours. Alors quand la justice va se remettre à suivre son cours, c'est-à-dire que l'instruction va être engagée et tout ça, et Ousmane Sonko va se retrouver à nouveau devant le juge, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut craindre encore des manifestations? Pour l'instant, en tout cas, l'affaire suit son cours dès lors que Ousmane Sonko a été mis sous contrôle judiciaire. Donc, voilà, il est sous contrôle judiciaire actuellement. Et l'affaire est en train de suivre son cours devant le juge d'instruction. Alors, Adrienne, Josepha, avez-vous des questions pour Ngoné concernant cette affaire Ousmane Sonko, qui n'est pas encore bouclée, hein? C'est juste une période où les choses se sont tassées un peu. Josepha, vous qui êtes avocate des grandes causes. Ah, ça ne passe toujours pas. Adrienne, question à Ngoné? Non, pas une question. Non, je souhaite tout simplement que la paix revienne, que la vie reprenne son cours. C'est-à-dire que lumière soit faite et puis, bon, voilà, que la vie reprenne son cours tranquillement, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de blessés. Voilà, c'est tout. C'est mon souhait. Et pour que les choses se passent bien, il faut que je vous dise que cette émission va être consacrée. Non, j'ai pas d'infos. Comment? Va être consacré aux femmes. Nous allons encore parler des femmes. Nous avons décidé pendant tout ce mois de mars de parler des femmes. Et donc, nous avons décidé également au niveau de la musique de proposer en majorité des artistes femmes. Et c'est pour ça que nous allons prendre la direction
Libreville, pour retrouver une grande chanteuse là-bas, chanteuse internationale, s'appelle Ariel T. Et le morceau que nous vous proposons vient tout juste de sortir. Il est sorti à peine quelques heures. Le titre « Je veux être ». Ariel T. Ariel T, le titre que vous avez proposé, c'est « Je veux être ». J'espère qu'il vous a plu. Mesdames et messieurs, merci d'être en notre compagnie. Nous allons maintenant ouvrir notre premier débat. Vous le savez très bien, de plus en plus, l'on attend les femmes en politique. On a l'impression que le message ne passe pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va déjà planter le décor en vous proposant ce sujet-là. Et puis aussitôt après, nous engageons le débat. Le nombre de femmes a sérieusement augmenté dans les instances politiques, mais les femmes restent très minoritaires. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les législatives viennent de se tenir. Le tableau récapitulatif de ces législatives du 6 mars montre le déséquilibre qui existe encore entre les représentations masculines et féminines à l'Assemblée nationale. Seules 32 femmes, soit 12%, ont pu se faire élire contre 222 hommes, l'équivalent de 88%. L'on est encore loin du quota de 30% de représentation féminine à l'Assemblée nationale. En dépit des lois qui devraient favoriser l'éclosion des femmes en politique, les disparités au détriment des femmes persistent. Mais alors, où trouve-t-on les femmes en grand nombre? Réponse: dans les activités agricoles et au marché, sans pour autant qu'elles aient accès à des financements pour développer leurs activités. Mais il ne faut pas oublier qu'elles emplissent également les églises et autres temples à la gloire de Dieu. Malheureusement, ici également, elles n'occupent pas les premières places, se laissant souvent manipuler par les hommes dits de Dieu aux méthodes, aux antipodes de la religion. Dure, la condition de femme. On avance comment? Voilà, un sujet donc qui plantait le décor, qui pose la question de savoir pourquoi, pendant que l'on attend les femmes, eh bien, dans la sphère politique, il y en a très peu qu'on aperçoit. Et puis, c'est pas forcément pour faire une comparaison, mais bon, pourquoi pas. C'est dans les églises qu'on retrouve les femmes, elles sont nombreuses, elles font le plein là-bas. Et là-bas, malheureusement, elles n'occupent pas non plus les premières places. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Josépha, vous êtes à Kinshasa. Est-ce que vous avez une explication concernant ce phénomène? On attend les femmes en politique et on les a pas. Il y en a très peu, trop peu. Je dirais comme un domaine réservé aux hommes. Il y a des femmes qui militent quand même dans les partis politiques, mais il faut reconnaître qu'il y a en politique, il y a tout, on dit tous les moyens sont prévus, donc les politiciens utilisent tous les moyens. Il y a la corruption, les violences, les intimidations. Très souvent, les femmes incarnent des valeurs. Il y a des femmes qui ne se livrent pas à ces genres de pratiques-là, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi les problèmes des partis politiques. Et très souvent, il y a des réunions qui se tiennent la nuit, pendant que la femme doit rester à la maison, encadrer les enfants, s'occuper de sa famille. Mais quand il y a des réunions qui se tiennent la nuit, là, la femme est vraiment écartée pour participer à ce genre de réunions. Donc, il y a des femmes qui aiment bien pratiquer la politique, mais elles se sont découragées à cause des mauvaises pratiques qui se font en politique. Mais bon, les femmes sont quand même là. Mais il n'y en a pas assez en politique parce que jusque-là, il y a toujours les problèmes là de discrimination à la tête des hommes. Ils pensent il n'y en a pas suffisamment. Alors, donc, on va dire qu'elles sont bloquées par les pratiques des hommes. Hein, oui, les pratiques des hommes. Par leurs obligations familiales. Aussi, discrimination. Il y a aussi les problèmes où on pense que la femme ne fait pas réfléchir que l'homme. Toujours, c'est dans la tête de l'homme. Hein. Donc, c'est ça, l'hostilité qui règne, l'agressivité qui règne dans le monde politique. C'est ce qui fait que beaucoup de femmes s'abstiennent à faire la politique. Mais moi, j'ai envie de poser la question à Carole. Carole, quelle est la responsabilité des femmes dans cette affaire? C'est vrai que Josépha a dit que ce sont les hommes qui ne sont pas très ouverts, qui ne facilitent pas l'épanouissement de la femme en politique, mais la femme a quand même une responsabilité dans cette affaire. Carole. Oui, on va d'abord commencer à dire que la politique, ce n'est pas comme aller vendre la tomate au marché. Ce n'est pas comme être secrétaire de direction ou assistante de direction. C'est un domaine très, très sensible. C'est un métier même, entre guillemets, dangereux.
même pour les hommes, hein, pas seulement pour les femmes, même pour les hommes, c'est un métier dangereux, parce que là-bas, on ne se fait pas de bisous. Donc, et comme le disait Josepha tout à l'heure, les réunions qui se passent très souvent dans la nuit, ça fait que les femmes ont un peu, on va dire quoi. Carole, vous pensez que le fait de placer les réunions le soir, la nuit, c'est spécialement pour écarter les femmes? Oui. Vous pensez? Je ne sais pas, bref, je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre parce que je me dis que... On place les réunions après le travail. Oui, je me dis que c'est après le travail parce que même à l'Assemblée nationale, les travaux vont jusqu'à 4 heures du matin, vous en savez quelque chose. Donc je pense que ça a été, c'est quelque chose qui a été décidé comme ça sans prendre en compte... sans regarder, sans que ce soit une volonté discriminatoire au détriment de la femme, mais juste que c'est après le boulot qu'on peut discuter des affaires de la société. Il y a beaucoup de conseils de ministres qui se tiennent à 22h, minuit, même dans les chefferies où aucun notable n'est femme. Les réunions se tiennent la nuit. Mais Carole, j'ai envie d'être d'accord avec vous, mais quand je pense qu'il y a toutes ces séances nocturnes qui vont jusqu'au matin dans des temples et dans des églises, et que ces lieux sont pleins de femmes, je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment le fait que ces réunions, ces rencontres, ces débats ont lieu le soir qui élimine les femmes? Parce que, encore une fois, dans les églises, eh bien, les églises sont pleines de femmes et on le voit de 21h jusqu'au petit matin, le feu, comme vous le savez. Oui, en fait, j'étais en train de répondre à la question selon laquelle c'est les hommes qui ont choisi volontairement de mettre les messes politiques à minuit, tard dans la nuit. Je ne pense pas que ce soit, c'était pour écarter les femmes. Je ne pense pas que c'était le cas. Maintenant, vous avez posé la question au départ de la responsabilité de la femme dans le fait qu'elle ne soit pas trop présente en politique, ouais. mais plutôt dans les églises de réveil. C'est pas trop la même chose. Je vous ai dit que la politique c'est quelque chose de très non, la politique. Et même là-bas, elles sont pas en première ligne, hein. Non, en fait, je vous prends un tableau, hein. Je fais un tableau, un petit dessin là. Nous sommes dans une salle un palais des congrès. Il y a les centristes, les gauchistes, les socialistes et tout ça qui sont en train de discuter des affaires économiques. Très très souvent, c'est les affaires économiques qui sont en train de discuter des thèmes qui chauffent quand même la tête. Il faut être une femme éduquée. Vous savez très bien que c'est pas dans toutes les contrées africaines que la jeune fille a droit à l'éducation. Il y a beaucoup de contrées où on privilégie l'éducation des garçons. Donc, comme au Cameroun, il y a une loi dans le code électoral qui dit que pour faire la politique, il faut savoir lire le français ou l'anglais. Et on sait très bien que plusieurs femmes ne sont pas éduquées parce que dans certaines contrées au Cameroun, comme dans d'autres pays africains, on éduque plus, on envoie plus le garçon à l'école que la jeune fille. Donc, dans la politique, ce sont des thèmes très durs, ce sont des discussions très très compliquées pour celle qui est analphabète. Pourtant, à l'église, il ne faut pas savoir parler français ou anglais pour chanter, pour faire des dîmes, pour danser, pour dire Fire, Jesus et tout ça là. Okay. Donc, il faut pas être sorti de la piste de Jupiter pour être à l'église. D'accord. Alors, tel que vous parlez, il semble que la politique est une activité très difficile. Alors, Ngone, vous qui êtes en train d'entrer dans le monde actif, j'allais dire, vous qui êtes jeune, peut-être la plus jeune parmi les femmes aujourd'hui, est-ce que, quand vous regardez ce tableau, vous avez envie de vous engager en politique? Sinon, qu'est-ce qui vous bloque? Alors moi, pour apporter des éléments de réponse, déjà, je suis d'accord avec ce que Josepha, elle disait tout à l'heure par rapport au fait que la politique, c'est un milieu d'hommes. Et effectivement, quand on est une femme et qu'on arrive dans un milieu d'hommes, c'est difficile
de s'intégrer tout simplement. C'est difficile de prendre la parole, c'est difficile d'être écouté quand on est une femme et en dehors même du milieu politique, même en entreprise ou dans le monde du travail, la charge est beaucoup plus difficile pour une femme. Vous parlez de la parole est là, vous la prenez-la. La parole est là, mais sur un plateau qui est dédié aux femmes. Les femmes veulent aussi intervenir dans d'autres sujets qui ne concernent pas que les femmes ou parler que pour les femmes. C'est ça aussi la représentation, c'est donner le pouvoir à la femme de pouvoir parler sur n'importe quel sujet. Le pouvoir, on le donne ou on l'arrache? Le pouvoir, en fait, le système tel qu'il a été fait, il a été fait et pensé par des hommes pour mettre la femme à une certaine place. Donc, effectivement, quand on est dans une position où on a été dominé pendant tellement longtemps, c'est vrai que c'est pas facile de se défaire de toutes ces choses. Moi, j'ai envie de reposer la question d'une autre façon. Vous avez été dominé ou bien vous vous êtes laissé dominer? Non. Dans cette histoire, c'est vrai que c'est un rapport de force, c'est un rapport de domination, mais en aucun cas, c'est la femme qui s'est laissée dominer. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Hein. Vous avez envie d'entrer en politique? Comment? Ça vous tente, la politique? Pourquoi pas? Ah, voilà. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Je ne sais pas encore, mais je pense que député, ça serait déjà un bon moyen de faire avancer la politique. Ouais. Vous n'avez pas envie de la République? Pardon? Vous n'avez pas envie de briguer la magistrature suprême? Non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? La magistrature, non, ça c'est juste... On dit qu'on vise le plus haut possible. C'est un choix. Ok, d'accord. On retient que ça peut vous tenter, hein, que vous avez peut-être dans vos plans la possibilité de vous présenter, de briguer un poste au moins de député. Adrienne, nous sommes avec vous à Milan. Là-bas, on va dire qu'on est en Europe, pays développé, mais les problèmes restent les mêmes. Les femmes sont toujours marginalisées ou bien elles se laissent marginaliser. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Je pars du principe que les ambitions et les talents politiques s'affirment très tôt. Et donc, dans une tranche d'âge plus ou moins où la femme a envie peut-être de rentrer dans ce cadre-là, le plus souvent, c'est l'âge où elle va penser aussi à organiser sa vie, elle va se marier, voilà, elle va avoir des enfants, donc elle va déjà prendre du retard, disons, sur ce projet-là. Et puis bon, comme les autres Georgette l'ont dit, c'est un milieu complètement macho, et depuis la nuit des temps, oui, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Donc les hommes, ils décident toujours, c'est vrai, de prendre, ils ont le dernier mot. Même quand les femmes se présentent, même aux législatives et autres, même qu'elles participent, le plus souvent les postes de responsabilité reviennent aux hommes. Dans le cadre de l'économie et plein de choses, tout ça, ça revient aux hommes. Si c'est pas maintenant, ces dernières années qu'on est en train de voir plus ou moins. En politique, on parle beaucoup d'élections. Ça veut dire que les femmes votent. Mais quand vous allez voter, vous votez pour qui? Mais ça dépend s'il y a des femmes qui se sont présentées, qui font le poids. La dictature des hommes, si vous voulez. Mais j'ai dit qu'on peut admettre à un moment la dictature des hommes, mais à un autre moment, vous vous retrouvez seule, femme, dans une urne, dans un isoloir, et vous avez l'urne devant vous. Oui. Oui. Oui, ça dépend, mais comme je dis, ça dépend de la personne qui va se présenter. Si elle fait le poids, pourquoi ne pas les lire? Donc bon, vous comprenez. Mais ça dépend. Il faut bien qu'on nous permette encore même de pouvoir nous, comme là tout à l'heure, le décor qui est planté là. Il y a combien en Côte d'Ivoire, il y a combien de pourcentage? Je me souviens même plus. Parce qu'on n'a pas donné la possibilité à plein de femmes. Actuellement, là, moi, je voudrais qu'on propose le poste de Premier ministre à une dame. De femmes en Côte d'Ivoire se sont présentées. Ok, alors on y va avec Nabou. Nabou, allez-y, intervenez. En Côte d'Ivoire, il y a eu que 14%. Les femmes, en politique, combien? 14%? Oui, pendant les législatives. Ah, ok, d'accord. Mais c'est 22 ou 32 femmes sur les 200 et quelques députés. C'est ça, 14%. Oui. Alors, je pense que le problème est beaucoup plus profond et ça demande un travail de fond sur l'humain, un travail de fond. Parce qu'on a toujours dit aux femmes qu'elles devaient plaire à tout le monde, c'est ancré. Il y a des ancrages dont on doit libérer les femmes et ces ancrages sont vraiment enfouis
dans la psyché, comme on peut dire, dans l'esprit. Donc, il faut qu'on puisse libérer les femmes de ces ancrages afin qu'elles osent. Le problème, ce n'est pas... Je ne dis pas que c'est forcément les hommes, mais les femmes sont beaucoup plus sensibles aux commentaires. Elles acceptent difficilement elles sont toujours en train de voir comment est-ce que je suis perçue. Et ça bloque un petit peu le fait de leur audace, en fait. Les femmes manquent d'audace et de confiance en elles-mêmes pour se présenter. J'ai eu l'exemple récemment, enfin, à Libreville, il y avait une jeune dame qui est partie d'une association avec laquelle j'avais eu une session de formation. Et elle me disait qu'elle s'est présentée dans son village au Gabon contre le candidat de son père. Et son père lui a dit, écoute, tu es une fille, tu peux pas te présenter, c'est pas normal et tout. Elle a quand même bravé la volonté paternelle et elle s'est quand même présentée. Et finalement, c'est elle qui a gagné. Donc, il y a ce paternalisme, ce patriarcat, tout ça qui fait que les femmes n'osent pas. Donc, il y a tout un travail de confiance en soi et de conscience de soi qu'il faut faire au niveau des femmes afin de leur donner des outils. Mais aussi, il y a des associations qui doivent vraiment... les associations, au lieu de chanter et de danser, je suis d'accord, et au lieu de dire aux femmes, on chante, on danse, on peut leur donner des outils afin qu'elles osent. Au Niger, j'ai accompagné des femmes il y a quelques mois via une association. Cette association a donné, et elle est dans les quartiers, à identifier les leaders d'opinion, à dire aux femmes, voilà, on a vu que vous êtes des leaders dans la communauté, on peut vous aider à vous inscrire. Des fois, les femmes ne savent pas quel document il faut remplir, quel document il faut avoir. L'accompagnement, il doit être vraiment au départ. C'est pas juste dire non, il n'y a eu que 10% qui sont présentés. Mais quel est le problème de fond? Comment est-ce que je peux aller au fond et réellement donner la parole à des femmes? Il y a des femmes qui font beaucoup de travail à Kinshasa, il y a à Nitenga, à Fiamama, il y a beaucoup de femmes qui font du travail un peu partout sur le terrain pour essayer de conscientiser. C'est pour ça que toutes les associations qui travaillent sur la jeune fille sont importantes parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à décomplexer les femmes, les jeunes femmes, et on leur dit que vous pouvez être ce que vous voulez être. Ngone a parlé de modèles. Les modèles sont importants. Donner la parole, prendre la parole et oser vraiment se positionner. Afin, il y a des femmes comme Madame Eteki au Cameroun, Maman Marie-Louise Eteki, qui sont des femmes, qui sont des modèles pour nous aujourd'hui et qui nous montrent qu'on peut aussi. Comme notre grande sœur Frazi Yao, je ne sais pas si tu l'as eu la dernière fois, toutes ces femmes qui sont là et qui vraiment nous disent, bon... Finalement, les femmes, quand elles se présentent en politique dans certains pays, elles sont plus concurrentes de partis. Elles sont là, elles se rendent compte qu'elles ont les mêmes challenges, quel que soit le parti politique où elles se trouvent, et elles doivent ensemble travailler pour les surmonter. Ok, alors je reste à Abidjan. Oui, mais comme Georges, s'il vous plaît. Tout à l'heure, oui, Adrienne. Non, comme Nabou le disait en début d'émission, là, parce que bon, de toute façon, il y a les responsables politiques aussi qui occupent plusieurs postes et qui n'ont pas envie de partir pour penser à un renouvellement. Le cumul des postes, ça ne gêne pas que les femmes, hein, ça gêne tout le monde. Hein. Mais voilà, mais donc il va falloir faire un travail de fond là-dedans aussi, comme ça peut-être que beaucoup de femmes pourront se battre pour arriver là. Ok, je vais faire maintenant un travail de fond sur Chérie. Oui, monsieur Georges. La politique, ça vous dit? La politique, oui. En tout cas, la bonne politique. La démocratie. Oui. La bonne politique, en tout cas, la bonne gouvernance avec la politique. Non, il n'y a pas de bonne et mauvaise politique. C'est la politique. Ma sœur Carole, chez nous en Afrique ici, là, il y a plusieurs sortes de politiques. Donc, la politique, c'est la vraie. Voilà. Parce qu'en Afrique, là, il y a de tout ici. Donc, j'ai suivi un peu l'intervention de ma consoeur qui est ici à Abidjan. Et je suis entièrement d'accord avec elle. C'est qu'à un moment donné, il faut favoriser les femmes. Oui. Mais c'est ce travail-là que fait, je vous le dis, Josepha, n'est-ce pas, à Kinshasa? Oui, Josepha, à qui on dit grand merci. C'est qu'elle est dans un combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui est très important. Ok, alors Josepha, je suis à vous. C'est ce travail que vous faites, vous poussez les femmes à régler leurs problèmes, à connaître leurs droits. Oui. Les femmes connaissent leurs droits. C'est aussi question de sensibiliser les hommes à respecter les droits des femmes. Donc, ok. C'est bien dit. Non, beaucoup de choses moi, je ne veux parler qu'avec les femmes aujourd'hui. On va laisser les hommes un peu.
n'est-ce pas? Permettez-moi de vous proposer un extrait de l'intervention de la présidente de l'Internationale socialiste, et puis après, on va continuer notre débat. Nous avons un problème avec nos priorités. Lorsque nous, en tant que société civile, nous descendons dans les associations des femmes pour pointer du doigt ce qui fait en sorte que nous ayons des problèmes en tant que femmes, nous ne sommes pas toujours la bienvenue par ces femmes qui sont plus concentrées à cotiser leur argent, ici on appelle des tontines, à faire leur tontine. Donc elles ont plus de temps pour ça que de nous écouter, alors qu'elles vont passer leur temps à faire des tontines et ne même pas savoir profiter de ces tontines dans la vie de tous les jours. Lorsque nous leur demandons d'aller s'inscrire, elle ne veut pas laisser un seul instant son comptoir parce qu'elle vend ses arachides. Elle ne sait pas qu'en sacrifiant 30 minutes, elle peut vendre plus cet arachide parce que dans un cadre confortable, parce qu'elle ira choisir librement les personnes qui vont gérer son environnement et de faire en sorte qu'elle vende ses arachides dans un cadre agréable qui correspond même à sa morphologie. Donc nous avons des problèmes de priorité. Nous verrons très peu de femmes qui suivent le journal télévisé pour avoir des informations en ce qui concerne le code électoral. Elle va aller regarder un feuilleton qui va la perdre, la distraire de la réalité. Et une fois la télévision éteinte, elle se retrouve face au quotidien, à la dureté de la vie, face à elle, parce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui n'existent pas pour la sortir de cette misère, pour la sortir de cette difficulté, où, à cause des mauvais choix, elle rêve. Réveillons-nous les femmes. Réveillons-nous, impliquons-nous, allons chercher cette information, allons arracher ce pouvoir pour que les décisions prises prennent compte de nos préoccupations. Nous avons beaucoup de charges, beaucoup de difficultés et il n'y a qu'un cadre juridique clair, une volonté politique et nous sommes mieux placés pour l'imposer, pour la faire. Venez, ne restons pas toujours derrière. La vie nous appartient, nous sommes des mères, des épouses, nos responsabilités demandent à ce que nous soyons devant. Alors, j'ai presque pas envie d'ajouter quoi que ce soit, mais je vais prendre quand même l'avis d'Axel. Alors là, cette dame interpelle les femmes. On a mis un peu de côté les hommes. Elle interpelle les femmes. Elle trouve que les femmes ne prennent pas suffisamment de responsabilité par rapport à la politique, par rapport même à la vie sociale, j'allais dire. Axel ? Oui. Je pense que l'une des raisons peut être qu'elle ne pense pas que le fait de s'inscrire à une quelconque association puisse changer les choses. Parce que, bon, disons-nous les vérités, la politique déçoit beaucoup de personnes en fait. Les gens se lèvent, quelqu'un vient, il vient raconter plein d'histoires, plein de projets, on le vote. Et puis, rien n'est accompli, en fait, aucune réelle percée, aucune réelle avancée. Elle a dit des choses simples, hein, des fois. Elle a dit, par exemple, regardez le journal télévisé. Oui, elle a parlé du journal télévisé, mais justement, les gens veulent se divertir, en fait. Parce que la vie est dure, il y a beaucoup de problèmes, les enfants, etc., etc. On veut aussi un peu se divertir de temps en temps. Mais je ne pense pas que regarder un feuilleton pendant... Monsieur ? Je ne vous entends pas très bien. Je ne pense pas. Un peu plus fort peut-être. Je ne pense pas que regarder un feuilleton pendant 45 minutes ou 30 minutes va nous empêcher de réfléchir à nos véritables besoins. Il faut se poser la question. C'est ce que semble dire cette dame. Oui, mais vous ne prenez pas suffisamment de responsabilité par rapport à votre devenir. Il faut qu'elle se demande pourquoi les femmes ne sont pas motivées à le faire. Elles ne peuvent pas être toutes bêtes, toutes paresseuses, toutes rêveuses. C'est pas possible. C'est qu'il y a un problème en fait derrière. Alors, Carole, c'est vous qui avez interviewé la vice-présidente de l'Internationale socialiste. Qu'est-ce que vous avez fait sur ces propos? Oui, Georges. Chantal Kambiwa, c'est son nom. Elle est la coordonnatrice du réseau genre au sein du principal parti de l'opposition camerounaise, le SDR, le Social Democratic Front d'Unity que Nidjon Fondil.
c'est une femme qui fait la politique, comme le disait Nabou. Je ne sais pas si c'est Nabou qui le disait. En tout cas, l'une des Georgettes disait que la politique, ça commence très tôt. Il faut s'y intéresser très tôt. Elle a eu ses parents, notamment son père, qui était ancien ministre et qui militait au sein du parti au pouvoir. Mais elle, lorsqu'elle constate que sa maman, une illettrée, était une femme de ménage, de foyer, une femme au foyer, c'est elle qui faisait la cuisine. Bref, elle n'avait pas droit au chapitre à la maison quand il s'agissait de parler de politique. Elle a vu sa maman souffrir en tant que femme et elle a décidé de se venger, de venger sa mère en s'intéressant à la politique, non pas cette fois-ci au parti au pouvoir, parce qu'elle voyait comment il y avait beaucoup de magouilles, beaucoup de corruption. Elle a dit pour mieux m'en sortir, pour être entendue, il faut que la politique, il faut que je fasse de l'opposition. Donc elle s'arme et elle entre en opposition. Et tenez-vous tranquille, quand elle se présente pour la première fois aux législatives, c'est contre sa maman. Parce que sa maman, sa maman avait finalement, au fil des années, s'est intéressée on dit que les femmes viennent gonfler les rangs dans les partis politiques. Bien, elle était là parce que le RDPC, le parti au pouvoir, a une organisation, une entité pour les femmes, rien que pour les femmes, une entité rien que pour les hommes et une entité rien que pour les femmes qui constituent donc l'organisation des femmes du RDPC, ce sont des femmes qui ne sont pas très très lettrées, ce sont des femmes qui ne sont pas... vous n'allez pas trouver beaucoup d'avocates là-dedans, de femmes vraiment des politiciennes avec tout le sens du terme, mais ce sont des femmes qui viennent là comme ça, juste pour animer la galerie. Elle se présente contre sa mère. Et sa mère, indignée, étant sûre que sa fille va la battre, elle se retire, elle retire son nom des listes. Sa mère se retire et c'est elle qui l'emporte. C'est elle qui l'emporte. Sa maman ne l'a jamais avalée, mais à son père, c'est son père, lui, qui dit vraiment, ma fille, tu me rends fière. Tu me rends fière. Je pensais que c'est mon fils qui allait me suivre dans la politique. Je n'avais jamais imaginé. Mais heureusement, elle a grandi dans une famille libérale qui donne la voix, après les années 90, là, qui a commencé à donner la voix aux filles de la famille. C'est comme ça que Kambiwa se lance dans cette politique-là. Et aujourd'hui, elle est la vice-présidente de l'Internationale socialiste. Donc vraiment, une inspiration pour moi qui compte aussi faire de la politique. Alors j'espère qu'elle va servir comme inspiration à tout le monde. Ngoné qui s'apprête à entrer en politique, n'est-ce pas, qui va devenir, en tout cas on le souhaite, député. J'espère qu'elle va continuer d'insuffler un bon vent à Josepha qui se bat tous les jours pour faire avancer la condition de la femme. Pareil pour Nabou qui sillonne l'Afrique pour défendre les couleurs de la femme, les conditions de la femme, faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'harmonie. Mais là, oui, je vous informe aussi que depuis un mois, j'appartiens à une SARL du nom de Blamo, comme vous pouvez lire derrière moi. Blamo. Et donc, qui fait la promotion des femmes. Chez nous ici, on fait le nom. Oui, femme merci. C'est plus en baoulé. Ah bon? Donc je sais que Adrienne sait ce que ça veut dire Blamo. D'accord. Alors je vais vous fâcher un peu, les femmes. Oui. Je vais vous fâcher un peu. Je vais vous proposer une musique. Deux artistes, c'est un duo qui s'appelle Espoir 2000 et qui met le doigt là où ça fait mal. Il dit que, qui parle un peu comme tout à l'heure la vice-présidente de l'Internationale socialiste, les femmes vont vous occuper dans ce morceau-là, en tout cas, que de ce qu'on appelle la série C. Regardez, écoutez, et puis on se retrouve tout à l'heure. S'il vous plaît, soyez pas fâchés.
Alors j'espère que, mesdames, vous n'êtes pas fâchés. Ce morceau, il a été composé avant l'an 2000. Ils avaient pris l'an 2000 comme point de repère, mais nous sommes aujourd'hui en 2021 et les problèmes perdurent. Le problème de la condition des femmes persiste souvent par la faute des femmes. Alors je sais que vous avez encore envie de dire un certain nombre de choses là-dessus, mais on va continuer d'avancer dans cette émission. Nous allons vous proposer notre zigzag culturel. On aura l'occasion de faire un autre débat tout à l'heure, mais voici quelques repères culturels et artistiques. Le temps de prendre un stylo et un bout de feuille, notez-les pour voir si vous avez la possibilité d'assister à ce qui est annoncé. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, Coupe Art Gallery organise l'exposition virtuelle MK, qui veut dire femme en Swahili. Cette exposition, qui ira du 27 mars au 8 mai, réunira 6 artistes internationaux qui abordent chacun d'une manière particulière la question de la femme sur la base de l'imaginaire collectif. Netflix s'engage à produire le film d'animation Yakuse, le samouraï africain. Chapeauté par le producteur Lishan Thomas, Yakuse raconte l'histoire d'une figure du XVe siècle, celle d'un esclave africain qui, selon la légende, serait devenu samouraï au Japon pour servir sous Oda Nobunaga. Yakuse se rendra disponible sur la plateforme à compter du 29 avril 2021. Détenteur de nombreuses distinctions, Otou Marcelin est un guitariste camerounais qui a été sélectionné pour participer au Festival culturel de la francophonie du 27 février au 17 avril 2021 à Washington, aux États-Unis. Il a donné un mini-concert virtuel qui lui a permis de revisiter son répertoire avec des chansons comme « Je reviendrai ». C'est tout pour ce zigzag culturel. À la semaine prochaine. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Une nouvelle définition du télétravail. Nous sommes en pleine période où le coronavirus sévit. Le télétravail, pour certains, eh bien, monsieur est en train de regarder la télé et puis madame travaille. Et ça fait le télétravail. Et ça, c'est encore pour vous embêter, mesdames. Mais n'empêche que tout ce qu'on dit là n'est pas loin de la vérité. Il faut que vous vous engagiez un peu plus en politique. On a l'occasion de relancer un autre débat tout à l'heure. Permettez-nous d'ouvrir notre page méritocratie. Aujourd'hui, nous avons décidé de suivre la fondation Mo Ibrahim pour décerner la Palme d'Or à l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. Cette semaine, la Palme de la méritocratie est attribuée à l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. L'ancien président du Niger est le lauréat du prix Mo Ibrahim 2020, un prix qui récompense le leadership d'excellence en Afrique. Mahamadou Issoufou a été primé pour avoir cédé début avril son fauteuil à un nouveau président, en l'occurrence Mohamed Bazoum, son successeur. Cette succession constitue la toute première transition démocratique entre deux présidents élus au Niger.
La Fondation Mo Ibrahim a aussi félicité le leadership exceptionnel du président Issoufou qui a su et pu permettre au Niger, l'un des pays parmi les plus pauvres au monde, de connaître des avancées socio-économiques importantes alors que l'on pensait que les défis étaient insurmontables. Le prix Mo Ibrahim a été décerné pour la dernière fois en 2017 à l'ex-président du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Disons tous un grand bravo à ce grand homme en espérant que son exemple inspirera une multitude d'autres dirigeants africains. Je crois qu'on va applaudir ensemble le président du Niger parce qu'il a décidé de ne pas briguer un troisième mandat et la transition s'est faite plus ou moins bien. En tout cas, il décroche le prix Mo Ibrahim. Qui veut faire un commentaire là-dessus? Nabou, un commentaire sur ce prix? Alors, c'est fou quand on se rend compte, on célèbre l'exception de vrai flag. C'est magnifique, c'est bien. Merci, Monsieur le Président Kissou Mamadou. La dernière fois, j'étais... L'avant-dernière, Oumo a fait son événement à Abidjan et il a clairement dit devant le président de la Côte d'Ivoire qu'il considérait que personne ne méritait en Afrique le prix. Et cette année, heureusement que le président Issoufou a levé un peu notre tête. Je pense qu'il allait jusqu'au bout de sa logique et ça nous rassure, même si, comme je l'ai dit, l'exception devrait être une norme. Et je trouve ça triste qu'on n'arrive plus à rêver, on n'arrive plus à croire. Et je me demande, est-ce que ce modèle qu'on nous a imposé depuis la Gaule est un modèle qui nous sied? Ce modèle de démocratie, qui est un modèle que nous copions, collons. Est-ce que nous ne devons pas créer notre propre modèle? Mais que ça vienne... Je pense, je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Je pense que nous sommes tous dans la même logique. Je pense que je ne suis pas la seule, que ce soit à Kinshasa, à Douala ou Adrienne. Est-ce qu'il ne faut pas se poser une autre question toute simple? Trouver des leaders politiques africains qui acceptent de respecter les normes, tout simplement. Moi, je dirais autre chose. Trouver des politiciens qui soient des leaders. Okay. Parce qu'un leader n'est pas un chef n'est pas un leader. Merci. Très bien compris. Ngoné, vous vouliez réagir par rapport au prix Mo Ibrahim? Oui, en fait, je rejoins totalement ce que Nabou vient de dire. En fait, je trouve ça quand même, quelque part, c'est une bonne chose de récompenser un chef du gouvernement ou un chef d'État qui a joué le jeu de la démocratie, mais effectivement, féliciter, applaudir quelqu'un qui a juste respecté les engagements de sa constitution, enfin, ça pose un vrai problème. Effectivement, je me suis même posé la même question de est-ce qu'au final, si ça ne marche pas trop partout en Afrique, est-ce que c'est pas le modèle qui ne nous convient pas, effectivement? Parce que si on constate les mêmes carences dans tous les systèmes et que le même facteur, ça reste le système démocratique, est-ce que c'est un système effectivement qui nous convient? C'est une question qui fait... Moi, je continue de dire, est-ce que tous ceux qui s'engagent en politique ont décidé de respecter les normes? Bon, permettez-nous de saluer quand même ce prix-là, détenu aujourd'hui par le président Mamadou Issoufou. Il faut dire que cela fait 4 longues années que ce prix n'a pas été décerné. Donc, il faut l'arroser, il faut chanter, il faut danser et il faut faire la fête avec le président Mamadou Issoufou parce que, eh bien, on souhaite que cela touche tous les autres dirigeants africains. Nous avons choisi une artiste qui marche bien fort au Niger. Elle s'appelle Pilo et elle ne fait que célébrer le Niger. Et voilà, nous étions en compagnie de Pilo, chanteuse nigérienne qui célébrait le Niger et à travers le Niger, eh bien, c'est le président Mamadou Issoufou, lauréat du prix Mo Ibrahim après 4 années de disette. Je crois que cela mérite d'être bien salué. On va maintenant ouvrir encore un autre débat, mesdames. Je vous le rappelle, nous sommes en plein mois de mars et nous avons décidé de consacrer l'essentiel de certaines de nos émissions à la condition des femmes. Tout à l'heure, c'était le constat que nous faisions. Les femmes, il y en a très peu, trop peu en politique. Et maintenant, voici un dicton qu'on entend depuis un certain nombre d'années, mais ce dicton est-il encore d'actualité?
Il y a un vieux dicton qui dit ceci: derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Que vous inspire ce dicton? Signifie-t-il que la réussite d'un homme est conditionnée par la femme qui l'accompagne? En ces temps de promotion de la parité et de l'émancipation de la femme, qu'en pensez-vous? Ce dicton est-il toujours d'actualité? Ce dicton est-il toujours d'actualité? Maître Kumboulou, Maître Josepha Kumboulou, voici une question. Derrière un grand homme, c'est-à-dire quand on veut expliquer la réussite d'un homme, d'un masculin, eh bien on dit non, dans son nombre il y a une femme. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est toujours d'actualité, mais pour moi, je dirais que c'est vice-versa. Même pour la femme aussi, derrière il y a une grande dame, aussi une grande homme. Là, on parle dans le monde de la parité. Joseph, inverser d'abord les choses. Vous connaissez oui. La femme, c'est un appui important pour l'homme. Donc, on a vu dans les coulisses, la plupart des décisions, ce sont des femmes qui sont je peux dire, les meilleurs conseillers, les meilleurs maris, conseillent mieux leurs maris pour que les maris ne puissent pas prendre des décisions impopulaires. Alors, attendez, je vais vous poser une question, Josepha. Alors, vous savez qu'avec nos dirigeants, avec nos présidents, les présidents africains, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que ça veut dire que leurs femmes ne leur donnent pas les bons conseils? Je ne pense pas que les femmes ne donnent pas les bons conseils. Je pense qu'ils n'écoutent pas leurs femmes. Ah non, vous avez dit tout à l'heure. Si vous prenez la peine d'écouter les femmes. Josepha, vous avez dit que la femme est conseille l'homme, tout ça. Vous avez dit tout ça avec la femme. Si j'écoutais les femmes, je pense qu'elles faire mieux pour la population. Vous êtes sûr? C'est pas la femme qui donne de mauvais conseils? Non. C'est la masculinité, comme disait Nabou. Donc c'est la masculinité. Il pense que comme il est homme et dans son cerveau, il est destiné, donc il doit prendre des décisions comme il fait. Il pense que tout ce qu'il dit, c'est bon. Or, il devait plus écouter leurs femmes pour prendre de bonnes décisions. Je pense que les femmes travaillent beaucoup pour briser leur mari. Donc derrière un grand homme, il y a une grande femme. Moi, je suis d'accord avec cette histoire et je pense que c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Et vous avez dit aussi que derrière une grande femme, il y a un grand homme, parce qu'il y a aussi des femmes qui émergent, il y a aussi des femmes qui émergent grâce à les conseils de leur mari. Donc, pendant que vous étiez en train de parler, Josepha, j'ai vu Adrienne faire ça. Vous êtes d'accord? Mais c'est ça, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est réel. Moi, par exemple, je sais que ma mère, elle m'a toujours cité ce passage-là. Excusez-moi, je vais le piocher dans la Bible. Elle dit, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Oui. Donc, la femme sage, elle va apporter tous les conseils nécessaires. Je plaignais d'avoir trop de femmes à l'église. Hein. Mais oui. Donc, non, mais la femme sage, elle va apporter des bonnes paroles là-bas. Oui. elle va apporter tous les conseils nécessaires à son époux. Mais aujourd'hui, disons que ce dicton, il est toujours d'actualité. Et comme je ne sais pas le disais, c'est vice-versa. Parce que derrière les grandes femmes, il y a des hommes qui sont vraiment leur socle. On voit Angela Merkel, on est tout en train de citer. Il y a l'autre Ursula von der Leyen, elle aussi, qui est la présidente de la Commission européenne. Toutes ces femmes-là, derrière elles ont des maris. Donc c'est vice-versa. Mais je dis que la femme sage, elle bâtit sa maison. Donc c'est vérifié. Pour moi, c'est comme ça. Ok. L'avis de Carole. Carole, qu'est-ce que vous en dites? Je suis d'accord. Les faits. J'ai même envie de dire, plutôt que de permettre à un homme de s'épanouir, pourquoi ne le faites pas vous-même? Vous voulez quoi à la fin, Georges? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez ça? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que les femmes doivent faire? Mais l'aide semblable. Hein? La femme, c'est une aide semblable, Georges. Oui. C'est une aide semblable. Donc, il doit aider son mari. Mais en même temps, vous êtes d'accord avec moi que la place de la femme n'occupe pas encore pleinement sa place. Alors plutôt que de faire un heureux, pourquoi elle ne se fait pas elle-même heureuse? Voilà, Georges est en train de demander pourquoi la femme ne se met pas devant et le mari derrière.
J'ai rien compris, allez-y. Je pense qu'il y a une étude pareille qui a été faite il y a quelques années en Europe. Je pense que c'est en Belgique. Où on a choisi un groupe d'hommes qui ont décidé, les pionniers de cette théorie-là, qui ont décidé de prendre la place de leur épouse à la maison. Donc c'est les épouses qui allaient au travail et eux qui gardaient la maison. Et ils étaient financièrement dépendants de leur épouse. Si elle décide de donner 20 000 francs le mois, c'est ce qu'il va accepter et gérer la maison comme ça. Et certains de ces hommes, plus de la majorité, étaient d'accord, étaient contents des résultats parce que ça leur a permis de se rapprocher de leurs enfants, de voir un autre pan de la vie, un autre pan de la famille, et d'apprécier plus leur épouse parce qu'ils ont vu que vraiment elle abattait un travail énorme. Alors, et ces femmes-là arrivaient donc à s'émanciper dans leur carrière parce que l'homme était derrière pour supporter. Aujourd'hui, j'entends, je ne sais pas si c'est encore une rumeur, c'est toujours une rumeur, que Michelle Obama se présenterait à l'élection présidentielle à venir aux États-Unis. Parce qu'on disait que c'est elle qui avait soutenu, c'est elle qui avait porté son mari jusque là où il est aujourd'hui. Alors j'ai l'impression qu'elle veut inverser le rôle. On l'a vu avec Hillary Clinton. Voilà, j'ai l'impression qu'elle elle veut se présenter à la prochaine élection présidentielle après les... Non, ça n'a pas marché, mais bon, elle a tenté quand même. Oui, en tout cas, on lui soupçonne cette volonté de vouloir se présenter à l'élection présidentielle américaine après les 8 ans, parce que je ne pense pas qu'elle va vouloir remplacer Biden de sitôt, donc elle va attendre peut-être qu'il fasse ses 8 ans, et après ça, elle va se présenter. Donc je pense que les femmes c'est en train de venir, que les femmes se mettent devant et les hommes derrière. Maintenant, est-ce que les hommes vont se départir de ces qu'en dira-t-on, de dire que c'est toi qui es devenue la femme à la maison, c'est toi qui portes le jupon, regarde, c'est ta femme qu'on voit partout, toi tu es derrière. Est-ce qu'ils vont arriver à accepter, à grandir, à surpasser cela? Alors, je vais poser cette question-là à Axel. Axel, vous pensez que les hommes vont accepter de se retrouver en arrière, en faiseur d'heureuse, j'allais dire, plutôt que d'être devant? Je pense que ce sera très difficile à cause de leur ego et du regard de la société, en fait. C'est la vérité, c'est la vérité. Je pense que ce sera très difficile, sincèrement. Ah bon? Ça arrive un jour, oui. Ça va être difficile. L'ego des hommes est un facteur bloquant? Oui. Ah oui? Expliquez. Oui, parce que généralement, la femme doit être en dessous, en fait. Elle doit peut-être... parfois peut-être pas être plus jeune, mais la plupart du temps, ou alors avoir moins d'argent. Il faut toujours qu'elle ait quelque chose en dessous. Peut-être moins de diplôme, qu'elle vienne d'une famille beaucoup moins aisée, elle travaille dans un endroit beaucoup moins... Je sais pas, il faut toujours qu'elle soit en dessous, en fait. Parce que sinon, ça cause des problèmes dans le foyer. C'est la vérité, en fait. Ça cause toujours des problèmes dans le foyer, en fait. Oui. Oui, je vous laisse continuer. Je voulais vous chahuter un peu, juste, Axel. Oui, en fait, ça me fait, excusez-moi, peut-être d'en parler, penser à Whitney Houston et Bobby Brown, en fait. Elle racontait qu'elle, c'était en fait la star, la petite fiancée de l'Amérique, je crois bien, et Bobby Brown, c'était juste d'un boys band. Et parce qu'il se sentait en fait menacé par sa carrière, pourtant Whitney Houston était plus âgée de lui de 7 ans, elle a décidé d'abandonner certaines tournées, de dire non à certains contrats pour devenir un peu plus petite en fait, pour que son mari se sente à l'aise. Donc voilà, en fait, c'est pas des trucs qu'on raconte comme ça, et ça arrive à beaucoup de femmes. Le mari, peut-être qu'il trouve qu'elle est brillante ou même pas. Il va lui demander d'arrêter le travail. Quand elle va gagner un peu plus d'argent, ça va devenir bizarre en fait dans le foyer. Voilà. Ça va devenir Iran et Irak à la maison. Exactement. Tu es en dessous, tu vas demeurer en dessous en fait. Je vais parler avec
Ngoné, est-ce que l'ego des hommes est un facteur bloquant? On dit, je reviens à la phrase, au dicton sur lequel on est parti, derrière un grand homme, c'est-à-dire quand on prend quelqu'un qui a réussi, c'est que derrière, il y a une femme. Donc moi, ce dicton, en fait, je m'identifie pas du tout à ce dicton parce que, bon, j'ai pas pour ambition de marcher derrière un homme, on va dire, quoi. C'est pas mon ambition dans ma vie d'être derrière l'homme. Et donc, oui, je pense que ça va être problématique pour les hommes d'accepter qu'une femme puisse être à l'avant de la scène et c'est compliqué. Là, je prends l'exemple de Kamala Harris et je pense pas seulement que c'est les hommes, mais c'est vraiment la société en elle-même qui n'arrive pas à accepter cette image d'une femme qui est en avant et sous les projecteurs. Donc, comme je disais, je prends l'exemple de Kamala Harris, qui est donc la vice-présidente du président Biden. Et la question, en fait, il y a eu un grand débat autour de la fonction de son mari parce que ça n'a jamais été mis en question. Enfin, la question ne s'est jamais posée de dire oui, la femme du président, bah, c'est la First Lady. C'est la première dame. Donc, c'est pas un problème d'attribuer cette place à une femme, dire First Lady. Mais quand il était question de parler du mari de Kamala Harris, les esprits se sont un peu échauffés en se disant mais comment est-ce qu'on va le qualifier, comment est-ce qu'on pourra l'appeler pour ne pas qu'il se sente trop diminué. Voilà quoi, rien que sa dénomination en tant qu'homme, voilà, c'était déjà problématique, donc ça pose bien le problème de l'ego des hommes au niveau de leur représentation dans la société. Ah, l'ego des hommes. Alors, Nabou, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai envie de dire, allons interviewer Angela Merkel, mais en Afrique, ici, on peut interviewer également Madame Ellen Johnson Sirleaf, qui a été présidente du Libéria. Moi, on nous a jamais dit que son mari était un grand homme, ou bien c'est son mari qui l'a poussé. Non, mais en fait, on les a jamais... Elles ont fait un choix délibéré de ne pas parler de leur mari. Maman, elle ne parle pas... C'est un choix, ça dépend dans quelle culture on est, comment est-ce qu'on va montrer les choses. Mais moi, je pense... Je suis ni pour le devant ni pour le derrière, mais je pense qu'à côté de chaque femme, et à côté de chaque femme, il y a un grand... Ça peut être sur les côtés. Ils se tiennent la main et ils se tirent en fonction des situations. Et des fois où l'un a besoin d'être d'un coup de boost, l'autre a besoin d'un coup de boost. Et moi, je pense que c'est comme ça que c'est ma vision de la chose. Mais je suis d'accord, l'ego des hommes, c'est un grand débat. Et je travaille avec beaucoup de femmes dans beaucoup d'entreprises. Hier, j'avais des femmes d'une société de mines qui me disaient, oui, brillantes, des géologues, oui, on se sent inférieur. Quand tu es plus jeune, tu es plus petite, tu es plus ceci, tu n'oses pas parler, alors que tu es chef de département ou tout. Et je leur dis, mais finalement, ce qui vous a amené là, au même titre que les hommes, c'est la compétence. Et c'est pas autre chose, c'est pas le genre, c'est pas que tu sois plus jeune, que tu sois petite, donc mets ta compétence en avant. Mais ça, c'est, comme je le dis, c'est toujours dans le domaine de l'ancrage. Quand on nous dit qu'il faut plaire à tout le monde, on doit être la parfaite fille quand tu es de la fille, tu dois être la parfaite épouse quand tu es la épouse, et quand tu deviens une mère, tu dois être la parfaite mère. Donc on nous a tellement mis comment on appelle ça, ce masque de perfection, que maintenant, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on a peur du regard des autres, et on est toujours en train de dire « je n'ose pas ». On n'ose pas être nous-mêmes. Tu connais mon débat et mon histoire là-dessus. Je suis très pour oser être soi, mais toujours dans le respect de l'autre. Parce que quand on est en couple, et c'est comme quand on est dans une interculturalité avec une personne qui vient d'ailleurs, il y a forcément des compromis qu'on va faire pour respecter l'autre, respecter la culture de l'autre, respecter l'identité de l'autre. Mais il faut aussi qu'on comprenne les hommes. Nos hommes, en majorité, n'ont pas grandi avec des femmes comme nous. Il y a un ami qui est aujourd'hui, qui était à la RTI, l'ancien directeur de la RTI Amadou, qui est à la CIE aujourd'hui, qui disait, lors d'une conférence, il disait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous, quand on a grandi, nos mamans n'étaient pas comme vous, des directrices ou des responsables, ou même des employés ou des commerciales. Nos mamans étaient à la maison. Des journalistes comme Carole. Ou journalistes, nos mamans n'étaient pas ça. Et c'est vrai qu'il faut aussi qu'on éduque et qu'on informe et qu'on soit... Ça peut pas être un combat, c'est une conversation. C'est une conversation, on doit y arriver. Et aujourd'hui, les papas veulent que leurs filles travaillent. Le nombre de papas qui m'appellent, oui, vraiment, il faut que tu parles avec ma fille. Je dis, ah bon? Ok. Donc, les papas, aujourd'hui, ont vu qu'il y a d'autres possibilités pour les filles. Il y a d'autres modèles de femmes. Et, le papa qui dit ça, mais que va dire le mari? Non, le papa, il veut... Aujourd'hui, avant, vous vous rappelez que quand on avait un problème dans le couple,
Quand tu allais chez ton père te ramène chez ton mari, ou ta mère même te ramène. Aujourd'hui, les parents t'accueillent, hein, de plus en plus. Parce qu'ils veulent être sûrs que leur fille ne va pas mourir là-bas. Ok. Alors, je prends le dernier avis, c'est celui de Pulchéry. Est-ce que Pulchéry est en ligne? Non, elle est partie. Ou Josepha? Josepha a dit aussi qu'elle partait, oui. Bon, alors, notre émission tire à sa fin. Je vais vous dire merci. Merci d'avoir développé toutes ces idées, d'avoir parlé des femmes, parce que nous, en tout cas, au niveau de Label Télévision, notre souci, c'est que l'Afrique soit une Afrique harmonieuse, et pour que l'Afrique soit harmonieuse, il faut bien que les femmes occupent leur place, parce que l'Afrique, comme toutes les autres entités géographiques du monde, eh bien, l'Afrique a deux parties, une partie homme et une partie femme. Merci beaucoup, Carole. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous très bien. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à Ngoné. Merci beaucoup d'avoir intégré l'équipe. En tout cas, on espère vous avoir la semaine prochaine. Merci beaucoup à Adrienne. On vous souhaite un très bon week-end et puis ne prenez pas trop froid là-bas. Faites attention à vous avec le coronavirus qui monte. Et merci à Nabou. Merci à Nabou, qui est à Abidjan. Et on espère aussi vous avoir un de ces 4 matins toujours dans Ça va chauffer du Label Radio et Télévision. Merci à Axel qui nous a aidé à mettre en place cette émission et qui a eu à intervenir là-dedans. On vous dit au revoir, Axel. Au revoir. Et je vous signale que Axel a souhaité que cette émission finisse avec une artiste qui nous arrive du Zimbabwe. Elle s'appelle Tamil Moyo. Et ça, c'est pour vous faire plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dans une semaine. Au revoir. Merci.